Tape www suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Pour votre information, que la métaphore est naturellement la figure la plus répandue. C'est celle qu'on trouve le plus dans la littérature. C'est vraiment la figure reine, si vous voulez. C'est la reine des figures, la plus répandue et la plus utilisée en littérature. C'est important, n'est-ce pas, de le préciser. Alors la périphrase, c'est une autre figure qui n'est pas très loin de ce que l'on appelle la métaphore. D'ailleurs, on a souvent tendance à les confondre, les deux, tellement elles se ressemblent. Mais ce n'est pas forcément la même chose, parce que quand est-ce que parle-t-on de périphrase? C'est lorsque tout simplement on utilise, n'est-ce pas, une formule, une expression pour désigner une réalité ou bien un phénomène, et que cette formule qu'on utilise, cette expression que l'on utilise, ne laisse aucun doute sur l'identité du phénomène ciblé, ou bien du phénomène ciblé, si vous voulez. Alors, par exemple, je donne un exemple simple. Par exemple, si on dit les blouses blanches. Les blouses blanches, quand j'utilise cette expression, personne d'entre vous n'aura besoin de me demander qui je veux nommer. Parce que nous tous, nous sommes presque au même niveau d'information à propos, en tout cas, de cette formule-là. Les blouses blanches, nous savons tous que ça renvoie au médecin. Donc l'expression les blouses blanches renvoie au médecin. Donc, au lieu de dire les médecins, le locuteur ou bien en tout cas l'écrivain peut se servir de cette formule-là parce qu'il sait que s'il l'utilise, personne ne viendra lui demander qui veut-il nommer. Parce que l'information qu'il donne, la formule qu'il utilise pour en tout cas exprimer son idée, cette formule ne laisse aucun doute sur en tout cas l'identité de la personne ou bien du phénomène qu'il veut nommer. Alors quand on dit aussi par exemple les soldats du feu, l'expression les soldats du feu, quand on l'utilise dans un énoncé, on n'a pas besoin de demander à celui qui parle qui il veut nommer. Ça renvoie tout simplement aux sapeurs-pompiers, voilà, ou bien les soldats de l'économie, qui renvoient tout simplement aux douaniers. Voilà, donc c'est ça justement qu'on appelle la périphrase. Donc la périphrase, c'est une formule, c'est tout simplement une expression qu'on utilise pour désigner une réalité connue, mais on utilise cette expression-là pour tout simplement faire littérature, pour en quelque sorte faire un peu de coquetterie. On utilise l'expression en question à la place du nom naturel que porte la chose ou bien le phénomène. Donc c'est ça qu'on entend par périphrase. Par exemple, le mot pentagone, quand on l'utilise dans un énoncé, tout le monde sait que Pentagone désigne les États-Unis. Donc cette nation qu'est l'Amérique, n'est-ce pas, est souvent désignée par le mot Pentagone. Parce que nous savons tous que la carte, n'est-ce pas, de l'Amérique ressemble à cette figure géométrique qu'on appelle le Pentagone. Et donc quand on dit le Pentagone, par exemple, va infliger des sanctions économiques à la Russie, alors tout le monde, en principe, est censé savoir que derrière le mot Pentagone, il y a l'Amérique, il y a les États-Unis.
Voilà. Quand on parle par exemple de l'Hexagone, c'est plutôt l'Occident. Voilà. Donc, Pentagone, ça renvoie donc à l'Amérique, ça renvoie à ce qu'on appelle les États-Unis. Et donc, quand on utilise Pentagone à la place de États-Unis, on a fait ce qu'on appelle une périphrase. Alors, l'anaphore, c'est une figure de répétition qui consiste tout simplement à répéter le même mot ou bien la même expression au début de plusieurs vers. Alors, voici un exemple. Donnez-moi la force d'un lion affamé, donnez-moi le courage d'un peuple qui espère, donnez-moi la foi d'un peuple qui a soif de liberté. Donc, vous voyez que dans l'exemple que j'ai proposé, n'est-ce pas, à chaque fois, je commence par « donnez-moi ». Et à partir de ce moment-là, on dit qu'on a ce qu'on appelle l'anaphore. Donc la construction est anaphorique. Donnez-moi la force d'un lion donnez-moi la force, si vous voulez, d'un lion affamé. Donnez-moi le courage d'un peuple qui espère. Donnez-moi la foi d'un peuple qui aspire à la liberté. Donc vous voyez que dans cet exemple, à chaque fois, il y a véritablement au début l'expression, n'est-ce pas, la formule « donnez-moi ». Et donc c'est ça qu'on entend par l'anaphore. Donc il s'agit de la répétition d'une même formule, d'une même expression au début de plusieurs, n'est-ce pas, phrases ou vers. Alors, l'oxymore maintenant. L'oxymore, c'est une figure de paradoxe. Qu'est-ce qu'on entend par figure de paradoxe? C'est tout simplement une figure, n'est-ce pas, qui associe deux éléments qui sont de signification contraire. Par exemple, je peux proposer cet exemple célèbre utilisé par Corneille dans une de ses œuvres, lorsqu'il parle de cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Alors, dans cet énoncé, il y a naturellement ce que l'on appelle un oxymore, parce que tout simplement, obscur et clarté ne vont pas ensemble. Ce sont deux mots de sens absolument contraire. Et donc le fait que Corneille les associe dans un même énoncé nous fait penser à ce qu'on appelle un paradoxe de construction. Et à ce niveau-là, on dira qu'on a tout simplement l'oxymore. Il y a aussi Senghor qui écrit dans un de ses poèmes, ou bien dans un de ses poèmes, il parle des hautes profondeurs du sommeil. Là aussi, nous avons véritablement ce qu'on appelle un oxymore, parce que haute est le contraire de tout simplement ce qu'on appelle profondeur. Et donc le fait de les associer dans cet énoncé nous fait penser à un paradoxe. Et donc on a aussi l'oxymore à ce niveau. La métonymie, c'est une figure de substitution, parce que tout simplement, on parle de métonymie lorsque l'on remplace le tout par la partie, ou bien la partie par le tout, ou bien le contenant par le contenu. Je donne un exemple. Quand je dis il n'a bu qu'un seul verre et il est tombé ivre mort. Évidemment, dans cet exemple, nous tous, nous savons que la personne désignée, c'est-à-dire la personne qui boit, ne boit pas le verre en tant que tel. Ça n'a aucun sens, ce n'est même pas possible. Ce qu'elle a bu, c'est quoi? C'est tout simplement le contenu du verre. Et donc, puisque
en tout cas le locuteur a désigné l'objet qui contient, n'est-ce pas, le liquide comme étant la chose bue, alors à ce niveau-là, on dit qu'il y a tout simplement une métonymie. Donc, il a bu un verre, c'est une métonymie parce qu'on a pris en quelque sorte le tout pour la partie. Le tout, c'est quoi? C'est le verre qui contient le liquide, le vin. Alors, la partie, c'est quoi? C'est le vin en tant que tel. Donc, on a pris le contenu ou le contenant pour le contenu. Hein? Et donc, à ce niveau-là, nous avons ce que l'on appelle la métonymie. Par exemple, nous pouvons aussi prendre un exemple en disant celui qui a lu tout Hugo doit s'estimer heureux. Celui qui a lu tout Hugo doit s'estimer heureux. Alors, évidemment, celui qui entend cette phrase peut facilement deviner que derrière tout Hugo, il y a les livres de Hugo, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres de Hugo. Parce qu'on ne lit pas Hugo, on lit les œuvres de Hugo. Et donc, le fait de désigner Hugo comme étant la chose lue, c'est vraiment une métonymie, parce que tout simplement, on a pris, n'est-ce pas, le tout pour la partie. Alors, à ce niveau, donc, on a aussi ce qu'on appelle la métonymie. www.suividecolosénégal.com. À École